Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ousmane Sonko, figure de l'opposition sénégalaise, condamné à 6 mois de prison avec sursis dans son procès en appel pour diffamation et injure publique. Le leader du PASTEF appelle à manifester contre la menace d'inéligibilité qui pèse sur lui pour la présidentielle de 2024. Révision des listes électorales au Gabon en vue des élections présidentielles, législatives et locales prévues au second semestre 2023. L'opération de toilettage du fichier électoral a démarré ce 9 mai et doit s'étendre sur une durée de 30 jours. Et les recommandations des Assises nationales de la refondation au Mali sont suivies de près par le comité indépendant de suivi et d'évaluation sincère ANR. Le bilan annuel rapporte qu'un quart des actions jugées prioritaires ont été réalisées et 2 tiers sont en cours de réalisation. La condamnation à 6 mois de prison avec sursis prononcée le 8 mai dans son procès en appel pour diffamation et injure publique contre le ministre Mame Mbaye Niang ne change rien à ses ambitions. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko reste déterminé à présenter sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Si la peine de prison prononcée en appel est plus lourde que les 2 mois de prison avec sursis écopés en première instance, la Cour d'appel a confirmé le montant des dommages et intérêts fixé à 200 millions de francs CFA. Pour l'opposant sénégalais, il reste une dernière carte à jouer, celle du pourvoi en cassation. En cas de condamnation définitive, Ousmane Sonko risque une radiation des listes électorales, raison pour laquelle il a relayé ce mardi les appels à manifester contre la menace d'inéligibilité qui pèse sur lui pour la présidentielle de 2024. Écoutons-le. Profiter pour vous rassurer qu'aujourd'hui, plus que jamais, Ousmane Sonko est candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et comme je l'ai toujours dit, en dehors de la volonté divine, il n'existe pas de créature sur terre qui peut m'empêcher d'être candidat à cette élection. Je voudrais vous demander de répondre massivement à l'appel du F24 pour la manifestation qui doit se tenir le vendredi 12 mai à la place de l'Obélisque à partir de 15 h. Nous voudrons que cette manifestation soit unique dans les annales politiques du Sénégal. Le F24 est un bon cadre pour le porter, puisqu'il réunit en dehors des acteurs politiques, des mouvements citoyens, des acteurs de la société civile, des syndicats, des personnalités indépendantes, tous réunis autour de l'essentiel, c'est-à-dire comment sauver ce Sénégal, comment sauver sa démocratie, comment sauver les libertés, comment faire respecter la Constitution par rapport à une 3e candidature illégale. Et notons que la coalition d'opposition Yewwi Askanui, dont Ousmane Sonko fait partie, a appelé ce 9 mai à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité qui pèse sur le leader du PASTEF pour la prochaine élection présidentielle. 2023 est une année électorale au Gabon. Les élections présidentielles, législatives et locales doivent toutes se tenir au cours du second semestre. C'est dans cette optique que la révision du fichier électoral a démarré ce 9 mai. L'opération doit s'étendre sur 30 jours. Les explications de Nathalie Moho. Les Gabonais âgés de 18 ans et plus s'inscrivent sur les listes électorales. La révision du fichier électoral a débuté le 9 mai 2023 pour une durée de 30 jours au Gabon. Le gouvernement a ouvert 159 centres d'enrôlement sur le territoire national et 31 à l'étranger. Les autorités prévoient que 3000 nouveaux électeurs pourraient figurer sur les listes électorales en vue du triple scrutin présidentiel, législatif et local attendu en août 2023 au Gabon. En quoi consiste cette mise à jour? Elle consiste dans la prise en compte de nos compatriotes qui ont atteint la majorité électorale entre 2 scrutins, 18 ans. Il est donc autorisé, à partir de la prochaine révision, à tout citoyen gabonais in situ sur le territoire national de pouvoir s'inscrire où il se trouve.
Le gouvernement gabonais a mis en place une batterie de mesures pour faciliter l'enrôlement des électeurs dans le pays, où la délivrance de la carte nationale d'identité, pièce majeure nécessaire pour l'inscription sur les listes électorales, accuse des retards pouvant remonter à 10 ans. L'exécutif permet la présentation d'un acte de naissance légalisé, d'un jugement supplétif, d'un passeport, d'un récépissé de demande de CNI ou encore d'un certificat de nationalité pour les Gabonais d'adoption. 1500 agents ont été déployés dans des équipes mobiles munies de kits d'enrôlement électriquement autonomes pour faire face au délestage. La loi électorale également dispose que pour s'inscrire, il faut avoir 18 ans révolus, jouir de ses droits civiques et politiques et présenter soit l'acte de naissance légalisé, un jugement supplétif, un passeport biométrique ordinaire ou un récépissé de carte nationale d'identité. Le fichier électoral actuel du Gabon comporte près de 689 000 électeurs. L'actualisation des listes électorales en cours jusqu'au 7 juin 2023 va permettre de vider le fichier des personnes décédées ou ne jouissant plus de leurs droits civils. Il sera également question pour les Gabonais qui le souhaitent de changer leur lieu de vote. Rappelons qu'en février 2023, gouvernement et opposition du Gabon ont adopté l'harmonisation à 5 ans de la durée de tous les mandats électifs dans le pays. Au Mali, les autorités de transition sont très attendues sur le respect du chronogramme électoral qu'elles ont elles-mêmes changé à mi-parcours. Déjà un an que les travaux des Assises nationales de la refondation ANR ont été lancés. Alors, qu'en est-il des recommandations énoncées lors de ces assises? Le comité indépendant de suivi et d'évaluation Sincère ANR a justement présenté un rapport annuel. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. La refondation nationale se poursuit au Mali. Le rapport annuel du suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation de l'État, Sincère ANR, a été remis au président de la transition, Assimi Goïta, lors d'une cérémonie officielle le 8 mai. Un bilan qui s'étend sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. Les Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021 ont servi de cadre privilégié pour passer en revue les questions existentielles de notre nation après 30 années de vie démocratique. Ces recommandations, faut-il les rappeler, étaient au nombre de 517 et devenues la référence pour l'intervention de l'État. Elles ont servi de base pour l'élaboration par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État. Les actions fondamentales recensées ont été réparties en 3 piliers. 13 thématiques et 5 axes stratégiques. Selon ce rapport annuel, sur les 55 actions prioritaires, 12, soit 21,82%, sont totalement réalisées et 34, soit 61,82%, sont en cours de réalisation. Pour les autorités maliennes de transition, la mise en œuvre de ces recommandations répond à un impératif de redevabilité envers le peuple malien. C'est pourquoi le gouvernement mettra tout en œuvre pour une meilleure appropriation des cadres stratégiques de la refondation de l'État par l'ensemble des services techniques et des agents de l'administration publique afin que les différentes actions prévues puissent être réalisées selon le chronogramme défini. Toutes ces actions que nous réalisons doivent s'inscrire dans une vision fondée sur les 3 principes intangibles qui sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Rappelons qu'en juin 2022, soit 2 ans après sa prise de pouvoir, la junte malienne annonçait un nouveau chronogramme électoral prévoyant l'élection présidentielle en février 2024, l'aboutissement d'une série d'échéances électorales en vue d'un retour des civils aux affaires. Reste à savoir si le calendrier annoncé sera respecté. Le référendum constitutionnel, initialement prévu en mars 2023, connaît déjà 3 mois de retard. Il est annoncé pour le 18 juin prochain. Le 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs s'est tenu du 2 au 6 mai à Bujumbura, au Burundi. Les 13 pays signataires ont répondu présents à ce rendez-vous. Tous se sont accordés sur la revitalisation de cet accord. Les explications dans ce sujet de la rédaction.
2013-2023, 10 ans déjà que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs a été signé à Addis Abeba. Une décennie au bilan mitigé, sans grandes avancées, sur fond de tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. C'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire. J'ai cité la République du Rwanda qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser, d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante. Le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Inquiets de cette situation, les signataires ont appelé à des actions rapides pour permettre la désescalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Tous se sont accordés sur la nécessité de revitaliser l'accord cadre signé en 2013 par 13 pays, tel que préconisé en février dernier par l'Union africaine, institution garante de cet engagement, aux côtés de la Confédération internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté de développement d'Afrique australe et les Nations unies. Chacun doit en finir avec les discours de haine et œuvrer pour rétablir la confiance et s'abstenir de toute action susceptible de saper les progrès réalisés pour la paix en RDC. Les Nations unies, à travers notamment le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs et la MONUSCO, continueront à soutenir les initiatives de paix régionales, y compris les mécanismes établis dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Une nouvelle feuille de route a été actée pour relancer cette initiative, malgré l'absence des présidents rwandais Paul Kagame et kenyan William Ruto, qui dirigent la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. Le prochain bilan des progrès réalisés se fera à Kampala, en Ouganda, en 2024. Un point sur l'actualité sportive, à présent avec notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. On commence par du football avec la CAN des U17 qui se joue en Algérie. La compétition en est au stade des demi-finales, José. Exactement Gladys, avec ce mercredi 10 mai, Sénégal, Afrique du Sud, stade Nelson Mandela, et Maroc-Algérie, le choc en quelque sorte au stade Mohamed Amlaoui. Et puis ce jeudi 11, à la suite avec Mali-Congo et Nigeria-Burkina Faso. En images maintenant, nous avons sélectionné 2 matchs. Retour sur Congo-Algérie, qui ont fait match nul, 1 but partout. Et c'est le Congo qui ouvrait le score. Et ensuite, les jeunes Fennecs égalisaient au cours de cette dernière rencontre de poule. Autre match Gladys, c'est le Cameroun. Les jeunes Lionceaux ont été battus par le Burkina Faso 2-1. Pourtant, les hommes de Serge Mimpo avaient ouvert le score, mais ils ont plié devant les jeunes étalons. Le coach camerounais était très déçu après cette contre-performance. Il y a eu des opportunités qu'on n'a pas pu mettre au fond. On a raté beaucoup de buts. Il y a beaucoup de bons joueurs dans mon équipe. J'avais confiance. Je savais que quelque chose allait se passer. Triste pour tout un peuple, pour le Cameroun. Et bien entendu, le sélectionneur du Burkina Faso était très heureux après cette victoire et la qualification pour les quarts. Nous leur avons mis la pression pour marquer ces 2 buts et gagner. Le secret, c'est le travail, la combativité. C'est rester humble tout en ayant confiance en nous-mêmes. Nous avons été menés 1-0, mais on n'a pas baissé les bras. C'est une équipe qui a envie. Parlons à présent de la Ligue des Champions, José, avec les demi-finales et les sanctions qui sont tombées après les incidents de Radès et Casablanca. Oui, les demi-finales d'abord, Gladys, et avec ce vendredi 12, Sinis contre Al-Hali, et le lendemain 13 mai, il y aura Wydad contre l'équipe de Mamelodi Sundowns. Et contre l'entraîneur de Mamelodi Sundowns qui met déjà la pression sur Wydad. Le style de jeu du football sud-africain ne convient pas aux équipes nord-africaines, surtout lorsqu'elles jouent avec une arrogance et une confiance contrôlée. Les équipes sud-africaines ont déjà remporté des trophées continentaux et continueront à le faire. Quiconque les sous-estime le fait à ses risques et périls.
Et demi-finale Gadis, retour les 19 et 20 mai. Puis, à la suite des incidents de Radès et de Casablanca, la commission de la CAF a rendu sa décision. L'Espérance de Tunis, suite aux heurts ayant éclaté le samedi 29 avril entre les supporters et les forces de l'ordre, en marge du quart de finale retour contre la GS Kabylie, l'ES Tunis devra disputer ses 4 prochains matchs à huis clos, dont 2 avec sursis, et est condamné à une amende de 300 000 $, soit 267 600 €. Et puis, suite aux graves incidents aussi, entre le Raja et Al-Hali, la commission de discipline de la CAF a décidé d'infliger une amende de 100 000 $, 89 200 € au club marocain pour les débordements survenus au stade Mohamed V et au cours desquels une supportrice du Raja a trouvé la mort. Ces sanctions s'appliqueront lors des prochaines campagnes continentales. Et sans transition, on passe au programme de la Coupe de la Confédération. Et un petit coup d'œil justement sur le tableau Gladys avec ce mercredi 10, Ayoun Africans contre Marumo Gallants et la SEC Mimosa contre USM Alger. Le retour, c'est le 17 mai. Un mot sur le tirage au sort de la CAN des U23 qui se jouera au Maroc en juin prochain. Exactement, ça sera à Rabat et à Tanger du 24 juin au 8 juillet. Et nous retrouvons 2 groupes Gladys, Maroc, Ghana, Congo et Guinée pour le A, et pour le B, Égypte, Mali, Gabon et le Niger. Et un mot aussi sur la Coupe du Monde des U20 avec 4 représentants africains. Et nous parlerons aussi des quarts de finale de la Basketball Africa League, la BAL. Exactement, Gladys, c'est le mondial des U20 qui aura lieu du 20 mai au 11 juin en Argentine, qui remplace l'Indonésie parce que l'Indonésie ne voulait pas accueillir Israël sur ses terres. Tirage au sort à Zurich le 21 avril. Et nos représentants, groupe C, Sénégal, sera avec le Japon, Israël et Colombie. Un groupe D, Italie, Brésil, Nigeria et République dominicaine. En E, Uruguay, Irak, Angleterre et Tunisie. Et en F, il y aura la France, la Corée du Sud et la Gambie et Honduras. Et puis pour la BAL 2023, une quart de finale pour cette Basket Africa League et les affiches. Il s'agit donc du Stade malien contre Cap Town, AS Douane contre Ferro Viaro Beria, Petro Luanda contre Abidjan Basket Club et Al-Hali contre Rwanda Energy Group. Les finales à 8 se tiendront du 20 au 27 mai à Kigali. Merci José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.